Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons dans un instant sur l'investissement dans les châteaux dans un contexte d'inflation des prix de l'énergie mais aussi des prix des matières premières. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Olivier de Chabot-Tramcourt, directeur général du groupe immobilier Mercure, pour faire le point avec lui, un état des lieux du marché d'investissement dans les châteaux. Nous enchaînerons ensuite donc avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré à l'investissement en SCPI et plus particulièrement à l'investissement en SCPI via le prisme de la fiscalité. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr, mais aussi Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. On va s'intéresser ensemble à un investissement immobilier un peu particulier, à savoir investir dans des châteaux dans un contexte d'inflation que nous connaissons actuellement, avec notamment des hausses en matière de prix de l'énergie ou prix des matières premières. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier de Chabot-Tramcourt, directeur général du groupe immobilier Mercure. Bonjour Olivier de Chabot-Tramcourt. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être revenir rapidement sur l'investissement dans un château avant de regarder un petit peu le contexte actuel. C'est un gros marché, l'investissement dans un château. Aujourd'hui, quand on parle du marché de l'immobilier, quelles sont les dynamiques qui traversent ce marché actuellement ? Alors d'abord, c'est une dynamique qui est porteuse post-Covid et post-évolution du marché depuis 5-6 ans. D'accord. C'est un marché qui est extrêmement réduit. Il se vend entre 600 et 700 châteaux par an en France. D'accord, oui. Le groupe Mercure en vend à peu près 150 ou entre 140 et 150. C'est un marché qui est assez complexe parce que vous ne vendez pas que de la pierre. Vous vendez du foncier forestier, du foncier agricole. Oui, on n'achète pas que le château, on achète le domaine avec. Château, d'accord. Voilà. Donc une bonne dynamique. On est assez content de ces 3 dernières années. Le Covid a été, le Covid ou en tout cas la réouverture de l'économie post-Covid et post-confinement a été porteur pour... alors on entend souvent effectivement qu'un certain nombre de personnes qui vivaient en ville ont souhaité aller chercher un petit bout de terrain ou acheter une maison ou autre. Pour un investissement luxe comme le château, est-ce que ça a changé la dynamique ou la dynamique qui est restée la même ? Non, ça a accéléré la réflexion. D'accord. En fait, le Covid et le fait que les gens ont vécu avec une contrainte de déplacement, bien sûr, a fait que post-premier confinement, essentiellement, d'accord, on a eu les gens ont eu le temps. En fait, pendant le confinement, le seul projet sur lequel ils pouvaient travailler, c'était un projet immobilier. Vous ne pouviez pas avoir de projet professionnel, vous ne pouviez pas avoir de projet familiaux, vous étiez enfermés. Mais par contre, vous pouviez continuer à rêver, continuer à vous projeter sur un projet immobilier. Et l'immobilier, on va dire, rural, qui était en opposition à cette contrainte urbaine, a eu le vent en poupe. D'accord, et donc ça a fonctionné, ou en tout cas ça a porté également pour l'immobilier de luxe, notamment d'investissement dans un château. Alors, quand on parle d'investissement dans un château, on imagine des bâtisses qui sont plutôt grandes, anciennes. Ça pose un certain nombre de questions dans le contexte actuel, pour le coup, où on voit des prix de l'énergie qui ont littéralement flambé, des prix de matières premières, quand on parle de rénovation, qui ont littéralement flambé. Est-ce que ça, pour le coup, ça a un impact aujourd'hui sur d'abord les questionnements potentiellement des investisseurs ou des acheteurs, et dans un second temps, effectivement, sur la rentabilité, ou en tout cas le coût in fine de l'investissement dans un château ? Alors, quand vous achetez un château, vous avez un achat en grande partie passion. D'accord. Et vous n'achetez pas un château juste pour avoir chaud et 21 degrés. Vous achetez pour autre chose. Puis la deuxième chose, c'est que vous comparez une construction d'il y a 200 ans ou 300 ans en partant du principe qu'elle serait mal construite dans vos propos. Et c'est absolument pas le cas. Les matériaux sont des matériaux de terroir, sont des bons sens. Ils avaient moins de contraintes sur le plan technique et en tout cas financier. Donc on a des bâtiments qui ont une inertie de chaud ou de froid, qui fait que vous n'avez, c'est vrai, rarement chaud dans un château aujourd'hui, mais vous avez rarement froid dans un château. D'accord.
Parce que c'était effectivement un peu le sens de ma question. Je faisais l'analogie entre maison ancienne et potentiellement mal isolée ou mal chauffée. Ce qui m'amène d'ailleurs au sujet de rénovation énergétique. Alors on voit souvent ça pour des maisons ou des appartements. Ça concerne aujourd'hui les châteaux dans lesquels on peut trouver de nouveaux acquéreurs? Alors sur le principe, la loi s'impose à tous. Maintenant, ça va être difficile de caler une directive sur un bâtiment 18e, un bâtiment 17e, un bâtiment classé. D'abord parce qu'on va avoir deux administrations qui risquent de s'affronter. Bien sûr. Et que je pense que ce que l'on peut faire pour le mieux, c'est-à-dire sur ces 2/3 de bâtiments qui ont été construits après 48, où là, on avait des normes plus faciles, oui, c'était plus normé, donc on arrive aujourd'hui à prévoir un coût d'isolation plus concis au mètre carré. Sur ces bâtiments anciens, c'est beaucoup plus difficile parce que si vous avez des moulures, des boiseries, des planchers et que tout ça soit classé, compliqué. Et puis surtout, vous avez une logique de volume. Aujourd'hui, vous construisez à 2,50 m, 2,80 m de haut. Ces bâtiments ont été construits avec des plafonds à 4,80 m, 5,20 m. Donc, c'est pas la même chose. Je reviens du coup sur ma question d'inflation des prix, que ce soit énergie ou matières premières. Est-ce que ça a un impact quand on veut aujourd'hui investir ou acheter un château? Est-ce qu'il faut prendre en compte cette évolution des prix? Non, mais c'est une vraie question, mais ce n'est pas une contrainte. Vous n'achetez pas un château, et en tout cas, ce n'est pas la hausse de l'énergie qui fera qu'un château s'achète ou se vend. D'accord. Ce sera par contre une vraie réflexion dans le processus de rénovation, de mise au goût du jour. Juste imaginer que, c'est pas imaginer, mais juste penser que 80% des châteaux ont changé de main depuis 20 ans. 58% par succession, 42% par transaction. D'accord. Néanmoins, que vous l'ayez acheté ou que vous l'ayez eu en succession, votre génération, la mienne, n'a pas les mêmes standards de confort qu'avaient nos grands-parents. Donc quelque part, ça a déjà évolué. Et que les c'est-à-dire qu'on fait évoluer les châteaux quand on les achète. Exactement. On les rénove au fur et à mesure, c'est ça que vous dites. Quand on les achète ou quand on en prend possession dans le cadre d'une succession. Donc en fait, ces châteaux ont déjà fait de gros efforts. Et en fait, ces châteaux aujourd'hui, il ne faut pas... l'évolution énergétique, c'est déjà... La transformation énergétique, c'est déjà faite à travers de la géothermie, à travers des panneaux solaires, à travers du bois énergie, à travers des puits provençaux, des puits canadiens. Donc la recherche de confort, elle date pas d'aujourd'hui. D'accord. Simplement parce qu'il y avait déjà une contrainte, même quand le pétrole était à 80 ou à 70 $ le baril, c'était déjà une contrainte, parce que quand vous cramez, entre guillemets, ou brûlez 30 000 litres de fuel dans un château, même s'il est à 60 centimes, c'est déjà une somme. Ça reste déjà un budget conséquent, c'est ça. Exactement. Donc finalement, le questionnement vis-à-vis de l'isolation d'un château ne date pas d'hier, c'est ce que vous nous dites? Non, ça a toujours été une vraie contrainte. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et on voit bien que les monuments historiques ont évolué. Avant, on ne pouvait pas mettre de double vitrage. Aujourd'hui, on peut mettre des doubles vitrages, même si ce ne sont pas les doubles vitrages qu'on pourrait mettre sur n'importe quel bâtiment moderne. Et après, qu'est-ce qui va rester dans les châteaux? Quand vous avez isolé les combes et les huisseries, vous avez déjà fait quasiment 75% du travail. Et ça, c'est jouable. Après, c'est un problème de financement et puis de technicité. Est-ce qu'on aura les entreprises? Est-ce que nous aurons les matériaux? Et est-ce qu'on sera dans les temps par rapport à ce que nous impose la loi? Bien sûr. Et surtout qu'on imagine que quand on parle de monuments classés, si certains châteaux sont classés, ça doit complexifier encore un petit peu plus. Une question que j'ai envie de vous poser, quand on est un investisseur ou futur acquéreur, pour quelles raisons est-ce qu'on fait l'acquisition d'un château? Est-ce qu'il y a des... j'imagine qu'il y a plein de raisons différentes, mais est-ce que c'est... Parce que c'est le cœur, le premier. D'accord. Vous tombez amoureux d'un bâtiment, au même titre. C'est une œuvre d'art sous quelques données. Je parle du bâti. Si c'est un ensemble foncier, forestier, là, il peut y avoir une logique financière. Mais un château, c'est au même titre qu'un tableau ou une commode, vous aimez, ou une pendule. Ça vous parle, ça vous inspire. Et beaucoup d'achats se font sur ce volet passion. Après, la raison arrive. Bien sûr. Et on réajuste tout ça. Donc c'est moins un investissement immobilier, finalement, qu'un achat passion ou plaisir, c'est ça? Un achat immobilier, soit vous achetez un appartement pour y habiter, y mettre à l'abri votre famille. Vous n'avez pas besoin d'un château pour y mettre votre famille à l'abri. Effectivement. Si vous faites un achat immobilier pour faire de l'investissement, à mon avis, le rendement d'un appartement à Courchevel ou d'une maison en bord de mer sera bien plus efficace que celui d'un château. Donc ce ne sont pas ces données-là. Ces données-là, c'est soit je participe à la transmission du patrimoine. Et ça, c'est une grosse partie de nos acquéreurs, surtout quand ils viennent de la tech ou de la finance, qui disent, voilà, on a fait des fortunes assez rapidement, mais sur quelque chose qui est difficilement tangible.
et je vais aller sur un patrimoine, je vais consacrer une partie de ma plus-value à restaurer et à transmettre quelque chose aux générations suivantes. Il y a cette donnée-là. Et puis, il y a le beau. Alors le beau, mon beau n'est pas forcément le vôtre, mais j'entends par là, c'est que les gens aiment cette belle pierre. Et puis, le dernier, c'est que le vrai luxe aujourd'hui, dans un monde où on va tous très vite, on doit tous avoir répondu pour la veille, avec du bruit, de la pollution dans toutes ses formes, eh ben, une propriété, c'est le calme, c'est le beau, c'est la sérénité, c'est un contexte familial qui peut être serein, et c'est toutes ces valeurs-là. On est dans une émission où on parle de gestion de patrimoine, donc quand on est sur l'investissement pur en matière de château, comme on pourrait l'être sur une œuvre d'art ou autre, est-ce qu'il faut forcément y aller avec l'objectif d'une rentabilité ou on risque d'être déçu ? Je pense que si on y va sur une rentabilité, on prend trop de risques. Si on y va avec la passion et qu'il y a une rentabilité à la fin du bout, on est béni. Et pour finir, dernière question, Olivier de Chabot-Tramcourt. Si on a envie d'y aller, on hésite, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour être sûr, globalement, de ne pas se tromper ? Alors effectivement, c'est un coup de cœur, vous l'avez dit, mais il y a peut-être quand même, après la passion, la raison. Que dit la raison ? La raison, elle dit que ce n'est pas le château qui s'adapte au châtelain, mais que c'est le châtelain qui s'adapte au château. Donc ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et de se dire que si jamais j'ai envie de château, en fonction de mes moyens humains aussi, parce que c'est beaucoup de temps consacré, il faut qu'on l'ajuste à sa possibilité personnelle, familiale et financière. Ça coûte forcément une fortune, un château ? Non. Aujourd'hui, non. Par rapport à un marché parisien, votre château moyen en France, c'est 80 mètres carrés à Paris. Merci beaucoup, Olivier de Chabot-Tramcourt, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe immobilier Mercure. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Peut-on utiliser les SCPI ou la pierre-papier pour défiscaliser ? Et si oui, comment le faire ? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons deux invités pour en parler. Guy Marty, tout d'abord, nous accompagne. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le président fondateur de pierrepapier.fr. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous, Jonathan Diver. Si on veut aborder l'investissement en SCPI sous l'angle de la fiscalité, parce qu'on est un petit peu avant la fin de l'année et qu'on cherche à optimiser sa fiscalité, quelles sont les propositions que nous font les SCPI ? Elles permettent de défiscaliser avant la fin de l'année, ce qui n'est pas forcément le cas sur l'immobilier direct, parce que l'immobilier direct, rappelons-le, il faut attendre que l'actif soit livré. Alors sur les SCPI fiscales, on va pouvoir bénéficier, comme on dit, de l'avantage fiscal l'année de la souscription. Donc ça, c'est plutôt un élément qui est intéressant. Ça s'adresse, entre guillemets, à toutes les bourses qui ont besoin de défiscaliser à partir de quelques centaines d'euros finalement de défiscalisation. Il y a plusieurs catégories de SCPI fiscales qui peuvent répondre à différentes finalement problématiques de situation patrimoniale. On va vous parler des SCPI Malraux. Donc les SCPI Malraux, ce sont des SCPI qui vont investir dans l'immobilier plutôt ancien, qui est au cœur des villes, dans certaines villes de France, qui vont vous permettre de défiscaliser en bas de ligne, c'est-à-dire que vous investissez 10 000 euros, vous allez avoir entre 16 et 20% de réduction fiscale. Donc ça vous fait entre 1 600 et 2 000 euros en bas de ligne sur votre feuille d'imposition. Et ça veut dire qu'on est sur une SCPI qui va acheter que des biens immobiliers qui peuvent bénéficier ensuite d'un accompagnement Malraux, c'est ça ? Exactement. Donc on est sur du Malraux avec des actifs qui sont anciens, qui vont être rénovés, qui ne sont pas restructurés, ils sont rénovés. Il y a une petite différence. Voilà. D'accord. Cette rénovation, une fois que c'est réalisé, on va louer ces actifs pendant une période qui est déterminée, qui est généralement de 6 à 9 années. Et pendant cette période-là, on va aussi bénéficier de revenus pendant la période de détention. Il faut savoir que les SCPI fiscales, c'est une durée de placement qui est très longue. Moi, j'aime bien dire à mes clients que c'est entre 15 et 20 ans parce qu'il faut constituer le patrimoine, il faut faire les travaux, il faut le louer avec l'obligation Donc ça dure combien de temps à peu près Entre 15 et 20 ans. Entre 15 et 20 ans, on est sur une épargne liquide, ou en tout cas, si on veut récupérer son argent avant, il y aura une perte en capital. Très forte, il y aura une perte très forte parce que l'avantage fiscal n'est pas transmissible. C'est-à-dire que la personne qui va investir dans la SCPI fiscale, elle va bénéficier de l'avantage fiscal.
mais si elle souhaite revendre ses parts, eh ben, la personne qui rachète n'en bénéficiera pas. Donc, il y a vraiment... C'est important de bien se poser la question de savoir si cette épargne est une épargne non nécessaire à sa vie quotidienne. Et les SCPI fiscales sont intéressantes pour les épargnants qui ont envie de défiscaliser quelques centaines, milliers d'euros, vraiment à la marge. Et surtout, ça permet de ne pas avoir à sélectionner les actifs et les acheter. Alors, si on parle de SCPI fiscale, là, vous nous avez donné l'exemple du Malraux. Il y a d'autres types de SCPI fiscales ? Tout à fait. On a l'immobilier direct défiscalisant. On a la même chose sur la SCPI fiscale. On a également les SCPI dites de déficit foncier. Alors, celles-ci, elles sont intéressantes parce qu'une SCPI de déficit foncier, elle va acheter aussi de l'immobilier ancien sans obligation de localisation. Là, pour le coup, on peut vraiment se positionner partout. Et on utilise le système très simple du déficit foncier, c'est-à-dire que les travaux vont être impactés sur les revenus fonciers sans limite et sur les revenus globaux dans la limite de 10 700 €. Alors, si on prend des exemples d'un contribuable qui est à une tranche marginale élevée, 45%, eh bien, il va pouvoir, sur certaines SCPI, faire en sorte que sur son investissement, il ait une réduction d'impôt de presque 27%. Donc, vous voyez que c'est significatif. Et même contrainte, on est sur du 15 ans, du 15 à 20 ans. Au sein de meilleurscpi.com, on est très convaincu que ça doit être saupoudré année après année, donc un peu prendre des millésimes pour pouvoir se positionner à différents moments de marché. Ouais. Et les SCPI de déficit foncier sont intéressantes. On a deux autres leviers, c'est les SCPI Pinel. Alors les SCPI Pinel, il n'y en a pas beaucoup qui sont sur le marché, donc les SCPI Pinel, c'est finalement pour soutenir la construction neuve. Bien sûr. Nous, au sein de Meilleur SCPI, on pousse les gérants à lancer des SCPI Pinel parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec des promoteurs qui ont des difficultés à vendre leur lot, à développer les projets et finalement dans une situation qui est un peu difficile, c'est peut-être le moment d'aller saisir des bonnes opportunités sur le neuf. Et j'espère qu'en 2023, les gérants de SCPI lanceront des SCPI Pinel. D'accord, mais même si c'est critiqué quand on est en investissement direct, pour le coup, ça peut être une opportunité pour les SCPI Pinel. Bien sûr, c'est alors critiqué dans quel sens ? Alors, parce qu'on a vu effectivement à l'Assemblée nationale des députés se poser la question de savoir si l'avantage fiscal venait combler potentiellement une perte à la revente. Alors effectivement, là on parle d'un investissement en direct. Là, c'est ce que je comprends du coup, c'est que ça peut être un avantage pour la SCPI. Tout à fait, et c'est important de rappeler qu'un gérant, quand il achète plusieurs lots, vous pensez bien qu'il négocie avec le promoteur. Il ne va pas s'amuser à acheter 15%, 20% plus cher. Il négocie le prix au mètre carré, il négocie les prestations dans l'appartement, il négocie l'orientation des appartements pour faire en sorte que ce soit sud ou ouest. Donc il y a des critères qui font que finalement, en tant qu'épargnant, moi je suis convaincu qu'on a moins de risques à investir dans une SCPI dite fiscale que d'acheter de l'immobilier défiscalisant en direct parce que vous avez quelque part le filtre d'un gérant qui est passé par là. Alors, il y a d'autres SCPI fiscales, mais on va passer un petit peu la parole à Guy Marty. Et effectivement, alors, il y a ce sujet SCPI et ce sujet fiscalité, Guy Marty. Alors, le thème de l'émission, c'est la fiscalité, puisqu'on est avant la fin de l'année, on se pose la question de savoir comment optimiser sa fiscalité, et la SCPI peut en faire partie. Selon vous, comment est-ce qu'on peut aborder cet investissement SCPI sous l'angle de la fiscalité ? Alors, investissement SCPI ou même Pinel ou Malraux, etc. en direct, moi je crois que la première chose qu'il faut se dire, c'est que Bercy n'est peut-être pas le meilleur conseiller en gestion de patrimoine qui existe. Même si depuis un certain temps, ils font des mails tous les jours avec beaucoup d'infos sur plein de détails, etc. Et c'est très bien. En fait, quand il y a un avantage fiscal, c'est pour une raison macroéconomique, pas du tout pour l'intérêt de l'investisseur individuel. Bien sûr, c'est pour aider à développer un marché ou autre. Oui. Par exemple, le Malraux, c'était pour rénover le centre-ville, et la loi Malraux était effectivement très, très, très utile pour les centres-villes français. Le Pinel, c'est pour augmenter la construction de neufs. Le de Normandie, c'est pour justement accélérer la rénovation du parc ancien, etc. Donc déjà, c'est l'intérêt global. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que, et on l'a vu notamment dans le Malraux, c'est-à-dire que vous avez un avantage fiscal, vous le prenez, si vous n'êtes pas tout à fait dans les règles, vous pouvez être requalifié et perdre l'avantage fiscal. D'accord. C'est-à-dire que ça demande d'avoir un investisseur professionnel, ou en tout cas qui se professionnalise sur le sujet. Disons que l'État ne prend pas de responsabilité sur la bonne fin de l'opération pour l'investisseur. Lui, il veut aller dans une direction macroéconomique, ce qui est très bien, et deuxièmement, il veut que les règles soient terriblement
dans le détail respectées, ce qui est très difficile avec Malraux quand on est en individuel. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois que dans ce cas-là, ça veut dire que quand on prend un avantage fiscal, il faut se demander vers quel type de bien immobilier on va. Est-ce qu'on veut avoir de façon durable, et Jonathan a eu bien raison d'insister sur la durée de ces investissements, dans de l'ancien centre-ville? Ou est-ce qu'on veut avoir simplement du logement saupoudré un peu partout, etc. Et si on choisit un avantage fiscal, là arrive la question. Par exemple, par rapport à ma feuille d'impôt, je me dis, tiens, ce serait peut-être pas mal de faire du Malraux ou de faire du Pinel, etc. Et là arrive la question, est-ce que je le fais en direct ou est-ce que je le fais par une SCPI? D'accord. Alors, tout dépend, parce que si, par exemple, je me dis, je vais prendre un appartement en centre-ville à réhabiliter, dans lequel peut-être un jour je pourrais mettre mes enfants, là, il faut le faire en direct. En sachant parce qu'on veut l'habiter. Parce que je pourrais l'habiter, ou y mettre les enfants, etc. Donc j'ai intérêt à faire du direct. Par contre, il faut savoir, par exemple, que ce même Malraux est extrêmement complexe du point de vue des conditions, etc. Et si je veux être en sécurité, que ce n'est pas spécialement un appartement que je vais utiliser, alors là, on a la SCPI sans souci, et c'est ce que disait Jonathan tout à l'heure à propos du Pinel, c'est-à-dire qu'on l'a vu sur d'autres avantages fiscaux avant, c'est-à-dire qu'il y a la puissance de négociation d'un gérant face à des professionnels, d'autres professionnels de l'immobilier, de la construction, de l'aménagement, etc. Il y a aussi la diversification, et il y a la tranquillité totale de gestion. Et il y a la disparition du risque de requalification parce qu'on n'a pas respecté... Vous savez, dans le Pinel, par exemple, il faut que le locataire ait tel plafond de ressources. Bien sûr, oui. Bon. C'est quelque chose qui, pour un particulier, est parfois un petit peu difficile à suivre. Comment louer tout le temps son appartement tout en ayant bien vérifié que les papiers ont été corrects, etc. Tout ça, par une SCPI, est confié. Donc, il y a aussi l'aspect tranquillité. Et je crois que c'est un peu ça les grandes lignes de la méthode, en fait. Donc on n'y va pas, malgré le thème de cette émission, pour défiscaliser dans un premier temps. C'est ça, c'est qu'il faut avoir un projet immobilier et ensuite faire sa sélection, c'est ça? Si, on peut se dire, bon, il faut que je réduise ma feuille d'impôt. Ça peut être le déclencheur, c'est ça? Mais en même temps, on a une petite lanterne en disant, tiens, si l'État fait ça, c'est pas pour mon plaisir, c'est pas pour ma rentabilité, c'est parce que lui a un intérêt. D'accord. Donc maintenant, je vais vraiment regarder de très près quel est mon intérêt à moi et surtout pas décoller. Jonathan Diver, donc là on a parlé de SCPI fiscale. Alors effectivement, il y en a une qu'on n'a pas citée qui est le 2 Normandie. Le mécanisme est un petit peu différent, mais on reste globalement dans cette idée effectivement d'accompagnement d'un marché immobilier. Si je veux optimiser ma fiscalité en fin d'année, est-ce que le seul moyen c'est la SCPI fiscale? Non, il y a ce qu'on appelle, alors moi j'aime bien l'appeler l'ISFI, qui est l'IFI, voilà. Donc, bien sûr, ouais. L'impôt sur la fortune immobilière. Il y a beaucoup d'épargnants qui le payent chaque année. Une façon de ne pas avoir à avoir une fiscalité lourde de l'IFI assez confiscatoire, c'est d'investir en nue propriété, de faire du démembrement de parts de SCPI. Parce que je vous coupe, ça veut dire que si jamais j'ai trop d'investissement en SCPI, vu que c'est de l'investissement immobilier, je peux être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière? Ça rentre dans la base de l'IFI, et c'est d'ailleurs ce qui est complètement anormal quand on sait que les foncières cotées sont hors IFI. Pas de jalousie. Non, mais c'est important. C'est un autre sujet, messieurs. C'est très bien que les foncières cotées ne soient pas à l'IFI. Oui, bien sûr, mais ce serait normal aussi que ça ne soit pas le cas pour les SCPI. En tout cas, il y a une façon de se protéger de l'IFI, c'est d'investir en nue propriété de parts de SCPI. Et pour moi, le démembrement, depuis 11 ans que je fais de la SCPI, je suis convaincu que la meilleure façon d'investir en immobilier en France, c'est hors résidence principale, c'est d'investir en nue propriété. Et l'intérêt des SCPI, c'est que vous pouvez investir en nue propriété de parts de SCPI sur des durées comprises entre 3 et 20 ans. Vous partez à la retraite dans 7 ans, et ben vous allez pouvoir investir en nue propriété de parts de SCPI avec un horizon de 7 ans pour avoir des revenus complémentaires le jour où vous partez à la retraite. Ça veut dire qu'on est sur une SCPI classique dont on ne va acheter que la nue propriété des parts, ou c'est une SCPI qui ne va investir qu'en nue propriété? C'est une SCPI classique, donc une SCPI dite immobilier d'entreprise. Et vous avez, en France, il y a le démembrement, bien sûr, dans le Code civil, qui permet d'acheter uniquement la nue propriété. Et vous avez un usufruitier en face, qui est généralement un contrat d'assurance vie. C'est l'usufruit acheté par des fonds euros. Et donc, vous, en tant qu'épargnant, vous n'achetez que la nue propriété d'une SCPI dite immobilier d'entreprise ou SCPI de rendement. Et vous avez... En contrepartie, alors on n'appelle pas ça une décote d'un point de vue juridique, mais on appelle ça un partage de valeur. Vous payez moins cher
votre part. Donc si on prend une durée de 10 ans en nue propriété, vous allez payer à peu près 65%, 65-66%. Et l'usufruitier va payer la part complémentaire. L'heure tourne, Guy Marty, je me retourne vers vous. Alors là, effectivement, on est plus finalement sur une manière différente d'acheter n'importe quel type de SCPI, donc d'investir en SCPI. Donc si jamais on a envie d'optimiser un petit peu plus sa fiscalité avant la fin de l'année, là, pour le coup, ça correspond à des stratégies qu'on aura déjà pu mettre en avant depuis le début de l'année ou les années précédentes. Il y a toute une gymnastique ou une optimisation patrimoniale avec les SCPI qui est extrêmement confortable. Le démembrement existe depuis très 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 longtemps. Un démembrement, imaginez que vous ayez un usufruitier et un nu propriétaire qui s'associent pour acheter un immeuble ou un appartement. Il peut y avoir un risque énorme, parce que tout repose sur un locataire. Et en fait, cette formule de démembrement a retrouvé une seconde jeunesse grâce justement au SCPI, parce que là, on dilue le risque. Mais c'est de l'optimisation fiscale. Dernier sujet, alors c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission, c'est les groupements forestiers. Alors ça a été dans l'actualité ces derniers temps. Là, pour le coup, on est sur des sujets fiscalité, mais transmission également, Jonathan Diver. Alors, j'ai envie de commencer par valeur écologique, sociétale. 400 000 emplois dans la filière bois, c'est 2 fois le nombre d'emplois dans la filière automobile. C'est toutes les valeurs avec la biodiversité également. Il y a une biodiversité qui est très forte à soutenir dans les forêts. Et on peut investir en tant qu'épargnant dans les forêts à partir de quelques milliers d'euros dans un groupement forestier d'investissement. Donc finalement, c'est le pendant de la SCPI, mais en forêt, en investissement en épargne forestière. On est très convaincu par ce produit de placement. Et quand on investit dans un groupement forestier d'investissement, la chance qu'on a cette année, c'est que quand on investit 10 000 euros, on a 25% de réduction d'impôt. Donc ça vous fait de la même manière une petite... ristourne fiscale sur votre bas de ligne, donc c'est plutôt agréable. Mais là et aussi, surtout, c'est que c'est porteur de conviction. Et c'est un investissement long. Alors là, c'est un investissement. Très long même. Un chêne, il met 80 années à atteindre une maturité. Et c'est très bien dans ce monde où tout va très vite de mettre un petit peu de lenteur. Et on est très convaincu de cette lenteur dans les groupements forestiers. Guy Marty, oui. Je voudrais ajouter un détail historique. J'ai dit tout à l'heure que le fisc donnait des avantages fiscaux pour des intérêts macroéconomiques. Bon, c'est le cas pour la forêt. Mais là, il y a en plus un sentiment de culpabilité. C'est rare, mais ça arrive. Il se trouve que, bon, ça fait très longtemps que les droits de succession sont très élevés. Et en fait, on a détruit la possibilité, pendant le début du XXe siècle, on a détruit la possibilité de bien exploiter les forêts parce que chaque fois qu'il y avait une succession, il y avait tellement à payer qu'il fallait vendre par petits bouts et vendre une partie, etc. Et en quelque sorte, on a détruit la capacité d'exploitation des forêts françaises. Et donc le fisc a eu totalement honte et a ressorti... Le groupement forestier, bien sûr. Et c'est l'un des rares avantages fiscaux qui soit très stable dans le temps. Et qu'on peut transmettre. Et on finira là-dessus. Voilà, c'est pas de transmission, parce que les dégâts avaient été vraiment très graves. 75% d'abattement, c'est important sur la transmission. Ouais. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Merci Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle évidemment, quand on met en avant des investissements dans Smart Patrimoine, n'hésitez pas à vous renseigner surtout sur les investissements, sur les risques qui sont présentés par ceux-ci. Et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.